Je m'appelle Claire Alverne, je suis une des cofondatrices d'une marque éthique qui s'appelle Les Hirondelles. Et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Très curieuse d'avoir le contenu. Parfait, merci Claire. Ensuite, alors, moi je vais faire le tour de table, comme ça Thomas, toi tu peux calibrer pendant ce temps-là. Donc on a eu Claire, donc il y a un ou une certaine LD. Si vous voulez, vous pouvez activer votre micro, votre vidéo. Je viens Ça aussi. marche pas de vidéo. Ok, je ne pourrais pas intervenir, pas de micro. En revanche, je suis envoyé par mail pour rejoindre la réunion ne fonctionnait pas. Je m'appelle Lucie, enchantée Lucie, et vous travaillez dans le secteur du prêt-à-porter. Donc, envoyez-nous juste en fait des messages en bas et nous on essaiera d'y répondre. Merci beaucoup Lucie. Ensuite, il y a Laurine et Fanny. Nous, on fait partie d'une entreprise qui s'appelle, on a monté une boîte qui s'appelle Bombo et c'est des sous-vêtements éco-responsables. Aujourd'hui, on fait des petites culottes illustrées en coton bio et on est en pleine remise en question et on a la recherche en ce moment de nouvelles matières et on cherche aussi, pour faire le lien avec cette conférence, à mesurer notre impact et à être, à se centrer sur une économie plus circulaire et réfléchir à comment mesurer notre valeur, notre impact, etc. Parfait, merci beaucoup. Ensuite, on a Gisèle Divar. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Oui, bonjour. Je m'appelle Diana et maintenant, je suis en train de collaborer avec une nouvelle marque, justement comme chef de produit. Donc, on va faire de pulls avec alpaca. Et bon, c'est ça. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. Et donc, il nous reste Camille Marcon. Camille. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi, vous m'entendez bien? Parfaitement. Oui, moi je me présente Camille, donc je fais partie de l'équipe Fashion Green Day et du coup je suis là pour prendre des notes, mais je m'intéresse également au sujet. Donc merci à vous pour votre présence. Merci. Merci. Et donc, Audrey vient de me dire, en fait, il y a un petit souci de connexion, donc on renvoie le lien aux gens qui n'ont pas pu se connecter. Donc peut-être que pendant ce temps-là, Thomas, tu peux juste commencer voilà, sur l'introduction, et nous, comme ça, les gens vont arriver au fur et à mesure. Voilà, on fait le maximum pour que les gens se connectent d'ici 5 minutes. Je peux juste ajouter quelque chose. Moi, j'ai du mal à me connecter et en fait, quand je clique sur le lien, ça n'a pas fonctionné, mais quand j'ai rentré les identifiants et le mot de passe, ça a fonctionné. Oui. Donc, il faut que les personnes rentrent l'idée et le mot de passe pour se connecter. Le lien ne fonctionne pas. Moi, c'était comme ça en tout cas. D'accord, merci beaucoup Camille, c'est parfait. Bon, on s'occupe du reste. Thomas, on te laisse gérer et nous, on fait le back-office. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à toutes. J'ai un peu l'impression, parce que voilà, on va être entre plutôt des femmes qui on s'intéresse à la mesure de la valeur. J'espère qu'il y aura quelques hommes qui vont nous rejoindre. C'est aussi important pour eux. Donc moi, je suis Thomas Busutil. Je suis le fondateur d'un cabinet qui s'appelle Imaginable. Ce qui me caractérise, je suis économiste de formation et ça fait une grosse vingtaine d'années que je travaille sur les enjeux du développement durable. Et depuis donc une dizaine d'années, j'ai créé ce cabinet et petit à petit, on a été amené à vraiment réfléchir de plus en plus sur les nouveaux modèles économiques et à comment on pouvait en fait accompagner les entreprises dans cette transition de modèle au sens du modèle économique et notamment justement au travers de cette question de la mesure de la valeur pour leur démontrer qu'il n'y a pas d'antinomie à faire du bon business en faisant du bon business, enfin du bon business économique en faisant aussi du bon business d'un point de vue sociétal et environnemental. Et voilà, et donc ça c'est quelque chose qui est encore très très ancré dans les entreprises, plutôt dans les grandes. Moi j'ai plutôt travaillé dans des grands groupes chez Vinci, chez Kering, chez SFR. Donc je travaille aujourd'hui à la fois avec ces grands groupes-là et puis aussi quelques PME. Et donc, voilà, donc je souhaitais partager avec vous un certain nombre de travaux, de réflexion qu'on mène sur ce sujet de la valeur, la création de valeur,
au-delà de sa mesure. Enfin, je pense que l'un et l'autre sont liés de toute façon. Moi, j'ai préparé un certain nombre de choses par rapport à des méthodologies voilà, sur lesquelles on a bossé. Moi, l'idée, ce serait vraiment que ce soit, enfin, que je ne parle pas pendant 1 heure et demie, un truc descendant, voilà, où je vais jouer au professeur. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on partage. Enfin, voilà, déjà, j'ai eu la première, c'est Fanny, c'est ça? Elles sont deux, je n'ai pas tous les noms. Donc, Laurine et Fanny, qui posaient des questions sur comment on peut, voilà, justement, vous aider à mesurer cette valeur. Enfin, que vous me redonniez le contexte exact et qu'est-ce que vous cherchez à mesurer. Mais l'idée, moi, ce serait plutôt que, voilà, que je puisse, autant que faire se peut, que je vous aide par rapport à vos problématiques, au-delà des exemples que je vais vous montrer, pour rentrer davantage dans vos questionnements. En tout cas, c'est ce que je vous propose, si ça vous tente. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à m'interrompre, n'hésitez pas à poser des questions, et peut-être aussi de me… Voilà, enfin, si vous avez aussi des angles d'attaque, si je puis dire, ou de réflexion, voilà, ça c'est cool de vous voir. Merci beaucoup. C'est plus convivial quand même de voir des visages que des carrés noirs, si sympathiques soient-ils ou soit-elle. Donc merci. Et donc voilà, donc l'idée, hein, on a fait exprès que ce ne soit pas moi qui ai que le micro ouvert, donc potentiellement vous pouvez tous voilà, parler, heureusement. Et donc l'idée, c'est que ce soit vraiment un échange le plus nourri possible, si vous le voulez bien, pour que voilà, ce soit plus un échange et une discussion qu'un cours sur la mesure de la valeur. Dans ce que je… Mais peut-être ça va répondre… Alors, c'est un exemple de grand groupe avec lequel je voulais démarrer, parce que c'est un travail qu'on a fait avec Suez. Mais je pense que ça peut tout à fait se relier à des questions, y compris sur les petites marques. Hein. Donc, il n'y a pas de… Je pense qu'il faut… L'idée, c'est que vous aussi, et je peux vous aider à ça, hein, à adapter la façon de réfléchir entre ce qu'on fait avec un grand groupe et ce qu'on peut faire avec une petite marque. Mais pour moi, la façon de réfléchir n'est pas franchement différente. D'accord ? Donc, je démarre. Je ne sais pas si est-ce qu'on a d'autres gens qui, entre-temps, ont réussi à se connecter. Noélie, vous pouvez mettre le micro, Noélie, vous présenter, nous dire ce qui vous est. Je suis en train de faire un café, donc ça fait beaucoup de bruit. Et moi, je suis associée avec Laurine et Fanny, justement. D'accord, ok. Bon. Et vous aviez des questions spécifiques sur cette mesure de la valeur ? C'est exactement la même qu'elles ont posée. Je suis arrivée un peu après, je vous ai entendu reformuler leurs questions et au final, c'était la même chose, forcément. D'accord, ok. Merci. Alors, j'arrive pas à voir qui c'est. Vous avez un casque. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y. Bon, je m'appelle Flavia Redouin, je suis designer spécialisée dans le upcycling et dans la révalorisation de toute matière textile, en tout cas matériaux souples qui peuvent être utilisés dans le process cousu. Voilà. Donc aujourd'hui, je mène des projets de revalorisation textile et mesurer la valeur autrement, c'est un peu la clé. Parce que je vais travailler avec des entreprises qui ont l'habitude de fabriquer très loin. Et quand on parle de la valeur travail, de la valeur des matières, notamment dans le upcycling, on a tendance à considérer ça comme des déchets ou ne pas valoriser suffisamment. Voilà. Ok, j'entends bien. Donc sur l'upcycling, ok. Qui est-ce qu'on n'a pas encore entendu ? Il y a Maximilien, par exemple. Je ne suis pas le seul homme de la bande, si je puis dire. Merci, Maximilien. Vous m'entendez ? Oui, oui, on vous entend. Bonjour Thomas, Solidarité masculine. Moi, je participe parce que je suis dans une structure chef de projet chez Résilience. On fait de l'insertion et on a pour ambition aussi de remettre de l'activité textile en France par nos ventes. Et en fait, la mesure de l'impact en fait, de toutes nos externalités
c'est quelque chose que je vais mener dans les 6 prochains mois. Et donc, je suis assez intéressé par ce que vous avez à nous présenter, pour voir comment est-ce que ça peut avoir des synergies, des points communs. Bon. Sinon, on peut réfléchir aussi ensemble. Hein. On va faire l'intelligence collective. OK. Je crois que Carole, on vous a pas entendu. Carole, vous êtes là? Non, pas de Carole. Alors, je suis là, mais il y a eu des problèmes de connexion, donc je ne connais pas la question qui a été posée. Et donc, je suis bien... La je ne peux pas y répondre. C'est de vous présenter et de me dire si vous avez des questions spécifiques que vous voudriez qu'on aborde pendant cet atelier. Alors, me présenter, je suis coordinatrice RSE pour le groupe Fashion Cube. Et on se pose beaucoup de questions, en effet, sur la manière de valoriser ce qu'on met en place en termes de RSE, développement durable au sens large. Et donc, je m'intéresse actuellement à tout ce qui peut exister pour pouvoir définir clairement notre approche en termes de tableau de bord et de retour sur l'avancée de nos sujets. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y a deux Amélie. Il y a Amélie Fabretti et Amélie. Donc, Amélie Fabretti, peut-être. Bonjour, Amélie Fabretti. Donc, j'ai créé la marque Trop Bien, qui est une marque de vêtements et d'accessoires upcyclés. Oui, c'est vrai. On s'est vu la semaine dernière au Trophée de la mode circulaire. Bon. Et bravo pour ce que vous faites. Et moi, j'étais aussi particulièrement intéressée par rapport au business model, parce que dans le métier de l'upcycling, forcément, le business model est différent des autres modèles. Donc voilà, et donc j'aurais voulu effectivement voilà, entendre ce que vous aviez à dire aussi voilà, par rapport au nouveau business model, en fait. D'accord. OK. Alors, Amélie, si je puis dire. Est-ce que vous voulez... Oui, bonjour à tous. Merci Thomas, ravi d'être avec vous. Donc moi, en l'occurrence, c'est un petit peu différent étant donné que j'ai la chance de faire partie de l'organisation en fait, de cette semaine des Fashion Green Days. Amélie Perrin, d'accord. Voilà, c'est ça. J'ai voulu être enmasquée, mais pas assez. Non, c'est ça, je n'ai pas vu ta tête, c'est pour ça. Okay. C'est ça, je suis désolée, c'est parce que j'essaye de suivre un maximum les ateliers, puisque voilà, ils sont tous aussi passionnants les uns que les autres. Mais en même temps, vous comprenez bien que je travaille sur d'autres tâches, donc c'est pour ça que il n'y a pas de souci. je n'ai pas mis la caméra. Mais voilà, très intéressée par toutes les questions qui ont déjà été abordées, en tout cas les angles d'approche, et puis voilà, et justement, déjà, qu'est-ce qu'on met derrière le mot, derrière la valeur, la définition, quelque part. Et ça, je trouve ça intéressant entre hier et aujourd'hui, et voire même demain. Ok, vaste sujet. Alix? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bonjour, Alix Salmon, je travaille pour la filature Safilan. D'accord. Une filature de lin, 100% européenne. Et en fait, nous, on sait qu'on a un produit de très haute qualité fait en Europe. Oui. Et on aimerait vraiment pouvoir plus le valoriser. Donc, c'est un peu, on s'intéresse à justement, pareil que tout le monde, comment est-ce qu'on peut mieux valoriser notre produit. D'accord. C'est clair. Et c'est Dupuis, je ne sais pas si c'est sûrement pas votre prénom, mais c'est monsieur et madame Dupuis. Je ne sais pas du tout comment vous appelez pour terminer. On ne vous entend pas. Je vois que vous êtes muet. Voilà. Ah, c'est Maximilien. Ah non, Maximilien, on l'a déjà entendu. Bon, alors je ne sais pas, il a disparu. Ok, bon, on va démarrer. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un qui ne s'est pas exprimé? Véronique?
Oui. Bonjour. Moi, je travaille pour Refashion, anciennement EcoTLC, sur des problématiques de recyclage. Je connais certains d'entre vous. Et sinon, je travaille aussi, enfin, ça m'intéresse avec une autre casquette. Je travaille pour des petites industries made in France, entre autres un fabricant de pulls qui s'appelle Bessolfin, et où on a du mal à valoriser, justement, à valoriser le savoir-faire. Et du coup, cette problématique de mesurer autrement la valeur, ça m'intéresse. Voilà, pour voir comment mieux valoriser aussi derrière. Merci. Ok. C'est très clair. Si tout le monde s'est exprimé, du coup, je vais démarrer ce que je vois quand même, ce que je ressens, mais c'est évidemment des sujets sur lesquels on travaille. Hein. C'est comment on arrive à faire ce pont, en fait, hein, ce prisme, j'ai employé des gros mots, systémique, holistique, transversal, global, appelons ça comme on veut, entre justement la dimension économique et financière et puis les autres dimensions, qu'elles soient environnementales, sociales, au sens RH interne du terme, ou sociétales. Donc je pense que ça, c'est effectivement un des points clés. Alors je vais vous montrer deux, trois choses là-dessus. Mais je voulais commencer peut-être de façon un petit peu plus, alors je ne sais pas si c'est traditionnel, mais en tout cas, là, ça s'adresse plus effectivement sur les gens qui travaillent sur la RSE, le développement durable. C'est ce qu'on a fait. Alors j'espère que ça va marcher. Hop. Ouais, c'est bon. Voilà. La façon de mettre en perspective et de créer d'abord ce lien entre business et RSE d'un point de vue global. Et je pense, mais en même temps, ça peut servir à tous, je pense. Ce qu'on a fait notamment avec Suez, c'était, dans les différentes choses, c'est déjà de remettre ces dimensions par rapport à des grands défis sociétaux environnementaux. Hein. Je pense que nous, ce qui nous caractérise en tout cas, dans la façon d'entrer dans les business models, c'est justement de ni rentrer par la technologie, ni rentrer par le client, mais bien de rentrer par les défis sociétaux et environnementaux qui sont liés à notre activité. D'accord. Donc là, c'est évidemment Suez, mais évidemment, enfin, on peut faire ça, on peut appliquer ça à la mode. Hein. Et une des façons de le faire, le plus simple, c'est de prendre votre chaîne de valeur opérationnelle. Hein, donc des matériaux, évidemment la production, ensuite, les matériaux, la conception, le design, la production, la distribution et l'usage et la fin de vie. En tout cas, nous, dans le secteur de la mode, on fonctionne à peu près avec cette chaîne de valeur-là. Hein, donc, je répète, matière première, approvisionnement, conception, production, distribution, usage et fin de vie. Donc déjà, l'idée, c'est de remettre ça et se dire, dans l'ensemble de cette chaîne de valeur, voilà, c'est quoi les défis sociétaux et environnementaux qui sont liés à mon activité? De façon déjà, et ça c'est en particulier vrai pour les petites entreprises qui ont un angle précis par rapport à la façon dont vous voulez faire votre business, c'est déjà d'identifier les défis auxquels votre business model va répondre. Si c'est de l'upcycling, c'est évident que c'est le défi, notamment, ça va être le gaspillage, qui, dans le milieu du textile, est juste monstrueux. Hein. Ça, il suffit de prendre le rapport d'Ellen MacArthur, si vous voulez avoir des jolis schémas. Ce n'est pas la peine de lire tout le rapport, vous prenez l'executive summary avec les schémas qu'il y a sur l'impact de l'industrie de la mode. C'est très, très efficace. Donc déjà, pour dire, voilà, mon business d'upcycling, voilà les différents défis auxquels il répond. Pour vous donner un autre exemple plus concret, avec Bocage, quand on avait réfléchi sur l'atelier Bocage, en fait, les deux défis sur lesquels on est parti, si je puis dire, pour inventer cette solution, c'est effectivement le gaspillage lié à la fast fashion, mais aussi on avait un autre défi qui était un défi sociétal, qui était le fait que moi je leur avais sorti donc une étude que je peux vous faire passer, et ça s'adresse surtout à vous mesdames, que quand vous vous levez le matin et que vous regardez dans la glace, vous avez 2 fois plus de pression sociale que nous les hommes. Voilà. Que ce soit sur votre façon de vous habiller, d'élever vos enfants, votre sexualité, enfin voilà, j'en passe et des meilleurs. Donc vous avez, et je pense que 2 fois c'est largement sous-estimé, vous avez beaucoup plus de pression sociale que nous. Et donc là, partant de ce constat, ce fait social, sociétal, l'idée c'était comment la solution qu'on va inventer va permettre de faciliter la confiance en soi des femmes par rapport à cette pression sociale qu'elles ont, qui est beaucoup plus forte que celle des hommes. D'accord? Donc ça, je pense, c'est déjà un premier point intéressant pour vous.
que ce soit dans un business déjà établi ou quand vous créez une marque ou une activité, c'est de vous dire, voilà, c'est quoi tous les défis auxquels ma solution va répondre ou pourrait répondre. Parce que déjà, dans la façon d'y réfléchir ou de la développer, de l'approfondir, ça va peut-être vous donner des idées en disant, bah oui, tiens, finalement, je n'avais pas pensé à ça, mais mon truc, enfin, ma solution, elle va aussi répondre potentiellement à tel ou tel défi. D'accord? Donc, je pense que ça, c'est déjà une première façon, dans la posture intellectuelle, avec laquelle vous pouvez réfléchir à cette création de valeur et cette mesure de la valeur, c'est de se dire, voilà, déjà, mettre en perspective les défis. Donc voilà, là, on a donc la population, et de réfléchir aussi en termes de risques et d'opportunités, hein, ça c'est pour cette mise en lien avec le business, en quoi ça gère un certain nombre de risques, et en quoi ça crée des opportunités pour développer des nouveaux marchés. OK? Donc, voilà, là, on avait fait un travail sur quel est le lien, encore une fois, avec les activités business, et comment, bon, en l'occurrence, là, eux, ils travaillent sur de l'énergie, de l'eau, des déchets, comment tous ces sujets-là font évidemment partie de la transition écologique, et qu'est-ce que ça peut vouloir dire comme opportunité business par rapport à ça, ou notamment aussi sur la partie industrielle, de réfléchir à des solutions intégrées. Ça aussi, c'est un point intéressant. Je remonte un peu. Je suis encore dans le business model, hein, pas encore vraiment dans la valeur. Mais là aussi, en termes de réflexion par rapport à ces défis, c'est aussi de vous aider à réfléchir en termes de service. Voilà. Et quand je parle de solution, c'est justement de se dire, ne réfléchissons pas que produit, mais essayons de réfléchir plutôt solution, c'est-à-dire un mix entre produits et services, par rapport à l'ensemble de ces défis. OK ? Voilà comment ça peut se traduire, pour le coup, dans des objectifs et des indicateurs. Je vais revenir, hein, ils n'ont rien d'extraordinaire, si je puis dire. Là, ça me semble plus intéressant dans la façon de ce qu'on avait fait, c'est-à-dire, et ça aussi, c'est un deuxième façon de réfléchir, c'est de dire, OK, je réfléchis aux défis auxquels vous allez répondre, votre solution répond, et peut-être comment vous pouvez élargir ces défis-là, premier point. Et deuxième chose, c'est qu'est-ce que j'apporte à mes différentes parties prenantes, sachant qu'on peut considérer que la nature, la planète, peut être considérée comme une partie prenante. D'accord ? Donc, qu'est-ce que j'apporte, que ce soit alors, et peut-être à des gens qui me font confiance et qui m'ont donné de l'argent, même y compris si j'ai été crowdfundé sur Ulule, à ces gens-là qui m'ont fait confiance, voilà, qu'est-ce que je vais leur apporter et quels indicateurs je peux mettre derrière ça. Et ce n'est pas forcément que du retour sur investissement. D'accord ? Pareil pour si j'ai des salariés, qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis de mes salariés? Qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis de mes fournisseurs, mes partenaires, dans mon écosystème de partenaires? Qu'est-ce que ça veut dire évidemment vis-à-vis des consommateurs ou de mes clients, plus spécifiquement, et vis-à-vis de l'environnement et de la planète. D'accord? Donc ça aussi, je pense que c'est intéressant de réfléchir justement à la valeur que vous allez apporter, au-delà des indicateurs, hein, avant même de réfléchir sur les indicateurs. Je veux dire, réfléchissez en mode partie prenante. Hein, nous, on fait un travail quand on fait ce travail sur ces solutions innovantes, d'innovation responsable et positive. C'est au-delà de je ne sais pas si vous connaissez l'outil Design Thinking, hein, sur la proposition de valeur client, sur ce que vous allez apporter, ce que votre solution va apporter. Nous, on rajoute un template où on fait réfléchir les entreprises qu'on accompagne sur justement la proposition de valeur vis-à-vis des parties prenantes clés de la solution. D'accord ? Et du coup, comment moi, je réfléchis à c'est quoi la proposition de valeur, dans tous les sens du terme, que je vais amener pour être sûr que l'ensemble de ces parties prenantes vont monter dans le train. On l'angle comme ça, mais ça peut aussi se réfléchir, si votre solution existe déjà, a posteriori, dire voilà, qu'est-ce que j'amène et quel discours je peux avoir pour montrer la valeur que je vais amener à un partenaire. Prenons par exemple le cas, voilà, vous avez un partenaire sur lequel vous êtes capable d'avoir une relation, un contrat sur 3 ans, parce que vous savez que c'est un fournisseur de coton dont vous savez que vous allez avoir besoin quoi qu'il arrive, ou de lin, puisqu'il y a Safilin, dans les différentes, dans les 3 ans, parce que c'est des produits iconiques, des t-shirts, voilà, des basiques. Donc, vous pouvez prendre un contrat sur 3 ans. Bah, c'est évident que ça, c'est une forme de valeur que vous amenez de contribution vis-à-vis de lui, puisque vous lui donnez
quelque part cette vision de long terme par rapport à ses propres capacités de production. OK. Donc l'idée, c'est bien de réfléchir à, vis-à-vis de chacune de mes parties prenantes, c'est quoi la valeur que j'amène? Déjà de la définir. On parlera de la mesure après, en amont. OK. Et vous voyez, c'est justement ça, ce qu'on a fait, et ça pour le coup, je ne connais pas beaucoup de grands groupes qui ont fait cet exercice. En l'occurrence, là, c'est donc si vous êtes B2B, peut-être Safilin, ça vous intéresse plus que les autres en particulier, c'est de réfléchir à qu'est-ce que j'amène, en quoi ma propre démarche va nourrir la démarche de durabilité de mes grands comptes, de mes clients. Donc, vous voyez que là, l'exercice, c'est exactement ce qu'on a fait avec Suez, c'est-à-dire qu'on a dit, voilà, vis-à-vis d'Arkema, de Bouygues Construction, de Carrefour, de Danone, de L'Oréal, de Mars, de Sanofi, en quoi ma propre démarche de développement durable va nourrir celle de Danone, voilà, par exemple. Donc, l'idée, c'est de formaliser exactement ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire que c'est quoi la valeur que je vais amener vis-à-vis de mon client par rapport notamment à ces questions de durabilité. Et ça, vous pouvez le faire quelle que soit la taille de la boîte, hein. C'est pas que pour les gros machins. D'accord? N'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions, si ça ne vous paraît pas clair, ou si, je sais pas, il y a des choses que je dis de façon peut-être trop absconse. Vous n'hésitez surtout pas à m'interrompre, ou si vous avez des questions à chaque fois sur les points que j'aborde. D'accord? Est-ce que c'est possible juste de, là dans l'exemple, les parties prenantes, c'est des clients ou des... Alors là, c'est les parties prenantes clients, mais vous pouvez très bien faire exactement le même exercice avec vos partenaires. Les fournisseurs, ça peut être les consommateurs. Les consommateurs, ça peut être les fournisseurs, ça peut être des collectivités locales, des ONG, enfin voilà, là je pense qu'il y a vraiment... Là, je vous montre l'exemple qu'on a fait effectivement par rapport à des grands comptes, parce que c'est évidemment des grandes boîtes, elles vont toujours être business oriented, comme on dit. Là, on fait un point avec le business. Vous voyez, ça, on montre à des financiers qu'au-delà des contrats qu'on peut passer avec ces gens-là, là, on va amener des arguments supplémentaires pour nourrir la relation. Autrement que à combien tu m'achètes mes mètres cubes de gaz ou mes litres d'eau, ou mes tonnes de déchets. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est pour ça que là, je vous ai montré ce côté, parce que c'est celui qui va le plus intéresser les gens classiques, entre guillemets, dans les boîtes. Voilà. C'est comment vous arrivez à montrer ce pont entre business et développement durable. En quoi c'est intéressant, qu'est-ce qu'apporte ce prisme de la durabilité dans le business model, sous l'angle de la création de valeur, au sens large du terme, évidemment. Que je n'ai pas précisé, mais voilà, on parlait de définition de valeur, pas me lancer dans les grandes définitions, mais en tout cas, la façon dont nous, on l'aborde, et qu'évidemment, si vous êtes là, ce n'est pas un hasard, dont on va discuter aujourd'hui, c'est la valeur prise dans une vision systémique, en montrant que c'est justement autre chose que de la valeur économique et financière. Après, je vous montrerai comment on fait des ponts entre des valeurs autres que financières et de la valeur financière. OK, voilà, ça c'était une première façon d'engager, si je puis dire, la réflexion par rapport à ça. Après, effectivement, il y a d'autres remarques, questions ou réactions par rapport à ce que je vous ai montré. Non? Tout bien, vous me suivez? Bon, alors on continue. Donc ça, c'était la première des choses. Ensuite, l'autre point, c'était, si on rentre justement dans ces indicateurs, ça c'est un travail qu'on a fait pour L'Oréal, et en particulier sur cette dimension stratégique, et de comment on peut réduire. En fait, là, l'enjeu, c'était de se dire comment je peux impliquer un comité exécutif, y compris d'un grand groupe comme L'Oréal, sur ces questions de développement durable, avec l'idée
qui était derrière, qui est de dire il faut que cet exercice serve en fait à mettre des objectifs dans le variable des dirigeants et des principaux managers du groupe. D'accord ? Donc, il faut le tangibiliser. Et donc, l'idée, c'est comment je peux travailler sur des choses suffisamment synthétiques et en même temps précises sur donc, de la valeur qui est autre que purement financière et économique et qui va devenir une variable du bonus des dirigeants. Donc ça, c'était en 2015, de mémoire. C'était quand ils ont sorti leur stratégie Sharing Beauty with All. D'accord ? Donc, il y avait quatre piliers, voilà. Un qui était innover durablement, produire durablement, vivre durablement et développer durablement. Je reviens en arrière. Donc là, l'idée, c'est que ce qu'on a fait, c'est que sur chacun de ces axes, je ne peux pas forcément tout vous montrer, mais c'est de définir c'est quoi les objectifs qu'on peut se donner d'ici 2020, donc on est en 2015, je vous rappelle, enfin fin 2014, et comment derrière ça va se traduire dans des indicateurs. OK ? Donc on a fait pareil la même chose sur produire, donc ça c'était côté conception, innovation, donc par exemple formule éco-conçue. Si j'applique ça à nos sujets, ça va être justement, ça peut être une part de recyclage, une part d'upcycling, de matières tracées, labellisées, du Made in France, enfin, voilà. Ça pourrait se traduire par tous ces sujets-là dans notre secteur. Pareil sur la production, la logistique, voilà, la quantité d'eau. Ce qui est intéressant, par exemple, là-dessus, parce qu'on avait aussi travaillé avec les directeurs d'usine, et en leur disant, voilà, c'est quoi les indicateurs qui sont le plus intéressants pour vous, le plus pertinent ? Et typiquement, ils nous ont dit, nous, on veut bosser sur les indicateurs d'intensité. Donc, intensité, ça va être le nombre de litres d'eau par produit utilisé. D'accord ? Ou la tonne de CO2 par produit. Voilà, c'est à chaque fois mis en perspective dans chaque unité de production. Enfin, unité de produit. Est-ce que c'est un shampoing, est-ce que c'est une crème, et ainsi de suite. Là, ça pourrait être chez vous un pull, un pantalon, voilà. Sur les grands types de matières que vous avez, de produits que vous allez réaliser à partir des différentes matières que vous utilisez. D'accord ? Donc, typiquement, voilà, pourquoi c'était ça ? Parce que eux, ça faisait un lien avec la performance, justement. Et eux étaient beaucoup évalués dans cette vision de performance. Et donc, le fait de raisonner en termes d'intensité, ça leur donnait une bonne vision de en quoi ma performance globale va s'améliorer à la fois d'un point de vue coût, mais aussi d'un point de vue environnemental et social ou sociétal. Donc, je pense que c'est aussi important par rapport à où vous êtes, si je puis dire. Enfin, est-ce que vous couvrez toute la chaîne de valeur ou est-ce que vous êtes sur une partie de la chaîne de valeur, de réfléchir aussi dans cette mesure de la valeur, quelle est la façon la plus pertinente de le faire ? Et en fonction d'où vous êtes, ça peut être un peu différent. Donc, je pense que c'est aussi important de poser cette question sur juste que, enfin voilà, si je suis Safilin, j'ai une question, moi, je suis B2B et donc je suis plutôt en amont de la chaîne. Hein, donc, c'est des gens qui vont m'acheter de la matière. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en avant sur cette dimension matière, notamment par rapport à d'autres matières, par exemple ? OK, voilà, un pourcentage effectivement de recyclabilité, de quantité d'eau pour le produire, de temps pour le produire. Voilà, hein, je pense notamment, là c'est plutôt des matériaux, mais le bambou, voilà, typiquement qui permettent de reproduire très vite. À l'inverse, le coton qui utilise énormément d'eau dans sa production, qui est avec la pomme une des matières qui nécessitent le plus de fongicides et de pesticides, voilà, en tout cas sur lesquels on utilise le plus de pesticides. Donc l'idée, c'est éventuellement d'avoir ces comparaisons qui vous permettent de vous distinguer, si je puis dire, et de trouver c'est quoi tous les attributs de ma matière qui vont me permettre de me distinguer par rapport à d'autres matières.
Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, on est aussi en train de travailler là-dessus, justement, sur toute la valorisation du lin. Parce Par que exemple. nous, on sait, étant donné qu'on le travaille depuis plus de 300 ans, mais c'est aussi à quel public on s'adresse. Est-ce qu'on va s'adresser directement aux marques qui pourront aussi eux-mêmes remonter leur filière pour aller en discuter avec les tricoteurs-tisseurs? Parce qu'en fait, les tricoteurs-tisseurs, sont un peu pressionnés par les marques. Et donc, c'est peut-être plus compliqué pour eux d'imposer notre fil, ces fils-là, qu'un fil asiatique ou du coton ou du polyester ou je ne sais quoi. Merci beaucoup pour cette question. Elle est super intéressante parce que vous la posez, vous voyez, vous êtes déjà vous restez en B2B, mais vous êtes en B2B2B. Ouais. Mais non, mais c'est intéressant, c'est vrai que je n'avais jamais pensé qu'on pouvait être aussi dans ce cas de figure-là. En général, on est plutôt en B2B2C. D'accord. Mais c'est aussi intéressant pour vous, c'est-à-dire qu'effectivement, la question, c'est de dire, c'est quoi la valeur qui est intéressante, quels sont les attributs dans la valeur qui est intéressante à valoriser, à mettre en avant vis-à-vis de mon client direct et du client de mon client, voire chez vous, du client de mon client de mon client. C'est ça. D'accord. Mais c'est intéressant, mais vous devriez faire vraiment l'exercice sur les 3 niveaux. En l'occurrence, c'est assez rare hein, qu'il y en a qui soit aussi complexe, mais parce que c'est ce que vous pointez du doigt là, c'est super intéressant de se dire justement comment je peux aider mon client direct à intégrer les contraintes de son propre client à lui, voire dans votre cas, du client de son client. Exactement. Et de voir à chaque fois, en tout cas, c'est vraiment très, très. Nous, on l'a fait plusieurs fois sur du B2B2C. C'est-à-dire déjà de voir comment vous pouvez amener, voire faciliter des éléments que vous allez faire remonter sur la création de valeur qui est liée à ce que vous vendez, la matière en général, la matière première, voire un produit fini, ceci dit, vis-à-vis de son propre client. Là aussi, souvent, vous allez lui faire prendre conscience qu'il y a des choses que vous allez l'aider à valoriser qu'il n'avait pas vues. Donc, vous lui facilitez la vie et vous lui montrez des choses qui, par rapport à, évidemment, qui valorisent votre propre produit, votre propre matière, qu'il n'avait pas intégré dans les propres attentes que ses clients ont vis-à-vis de lui. Exactement. D'accord. Donc ça, c'est un point extrêmement intéressant. Alors, effectivement, chez vous, ça va jusqu'à 3 niveaux. Mais faites l'exercice sur les 3 niveaux parce que je vous le garantis que vous allez voir des choses qui vont remonter à chaque niveau. Et du coup, vous pouvez irriguer en remontant, du coup, à chacun de votre client et du client du client. Enfin, les marques, autrement dit. Ouais. Donc ça, c'est un point très, très intéressant. Merci beaucoup de la question. Je n'avais pas forcément prévu d'en parler, ouais, d'où l'intérêt de l'échange. Toujours plus intelligent à plusieurs que chacun dans son coin. D'accord, mais donc au-delà de ça, c'est déjà se dire comment, vu ma position dans la chaîne de valeur, c'est quoi les points clés à faire remonter pour justement bien valoriser les différents attributs de ma solution. Hein. Ça peut être du produit, mais ça peut être aussi des services qui sont liés à votre produit. Et encore une fois, réfléchissez bien. Est-ce qu'il y en a? Et s'il n'y en a pas, est-ce qu'il ne pourrait pas y en avoir? Bon, 3 petits points. Je pense que oui, quoi qu'il arrive. Donc, c'est aussi une façon de révéler des nouvelles opportunités business dans ce genre d'exercice. D'accord? Donc, si je reviens à mes petits, donc on a fait ce travail-là d'abord sur les 4, sur les 4 les différents niveaux. Donc là, on descend jusqu'à la consommation. Bon, alors avec des fois des façons de formuler les choses, vous voyez bien qu'à cette époque-là, ils ne maîtrisaient pas tout. Hein. Donc, il fallait arriver à trouver une formulation positive sur des choses sur lesquelles on n'a pas forcément toutes les billes ou on ne sait pas forcément faire sur tout. Mais bon, c'était déjà un premier exercice intéressant qu'ils ont depuis amélioré dans leur nouvelle stratégie. C'était sur le coup d'avant. D'accord? Et ce qu'on a fait par rapport à ça, si vous voulez, c'est ce que je voulais. Donc ça, je reprends sur cette partie innovation. En fait, grosso modo, ce qui se dessinait, d'un point de vue plus opérationnel,
les deux grands sujets, c'était l'emballage, sur l'éco-design de l'emballage et l'éco-design du produit. Donc, comment je remets ça dans des objectifs et quels indicateurs je me donne par rapport à ça. OK. Et après, c'est comment je vais... Donc ça, c'est ma big picture, si je puis dire, de mes indicateurs par rapport à mes objectifs, par rapport aux deux grands sujets qui sont liés à cette dimension de l'innovation. Et donc, ce qu'on a fait pour le niveau COMEX, en fait, l'idée, c'est que le COMEX, il suivait 4 indicateurs synthétiques, qui sont en fait une synthèse de chacun de ces piliers. Donc là, je vous montre l'innovation, on a fait pareil pour la prod, la consommation, ainsi de suite. D'accord ? Ce qu'on a fait, c'est ça. Ça va vous paraître peut-être un peu compliqué, mais ce n'est pas compliqué du tout. Donc l'idée, c'est de dire, l'objectif, il est 2020, c'était 100% de chacun des objectifs. À date, chaque année, vous pouvez suivre où vous en êtes dans la progression, si vous voulez, dans l'atteinte de l'objectif et dans l'écart par rapport à l'objectif. Donc, dans l'exemple qu'on vous prend là, qui n'est pas forcément la réalité, et vous voyez bien que si je prends les briefs d'innovation, donc premier sujet, je suis à 85% versus 100%, donc j'ai un écart de 15%. Sur les formules éco-conçues, j'ai un écart de 29%, 45% sur le pourcentage de matières premières renouvelables, et ainsi de suite. D'accord ? Et en fait, ce que je vais faire, alors là, en l'occurrence, on s'est dit, tout est équipondéré. C'est-à-dire que je ne dis pas, vous voyez, on a 5 critères, c'est 20% chaque critère. Vous pouvez aussi choisir de vous dire, les formules éco-conçues, c'est plus important que les briefs innovation. Donc, je vais choisir de mettre 40% de pondération sur ce truc-là et 10% sur les briefs innovation. D'accord ? Là, on n'a pas fait... à leur demande, on est resté un peu plus simple, mais vous pouvez aussi avoir ce genre d'approche de surpondérer certaines dimensions dans la valeur que vous voulez mettre en exergue. Et donc, vous voyez, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne bêtement les différents écarts par rapport aux objectifs des 5 sujets, des 5 thématiques qu'on a identifiées, qui répondent aux deux grands enjeux que sont l'éco-design du pack et du produit. Et vous voyez qu'en faisant ça, on arrive à un pourcentage, et si on peut le mettre sur 10, on arrive à une note en fait, sur 10. Donc là, on est à 7,3 sur 10. Par rapport à mon objectif de 10 sur 10, je suis à 7,3. Et donc, la façon de traduire ça dans un objectif, surtout dans un bonus derrière, pour mes fameux dirigeants ou mes 4 dirigeants, c'est de dire, voilà, donc, mettons, donc on partait en 2015 jusqu'à 2020, il faut qu'en 2018, on soit à 7,5. Et si on n'est pas à 7,5 en 2018, une partie de votre bonus, terminée. D'accord ? Donc, vous vous fixez comme ça des échéances en disant, voilà, on veut être à 6,5 en 2015, 7 en 2016, et ainsi de suite, jusqu'à 10 sur 10 en 2020. Donc, eux, ils voient une note, et vous, qui êtes en cuisine, vous pouvez redescendre assez facilement et dire, voilà, si on est à 7,3 et non pas à 7,5, c'est parce que sur les matières premières renouvelables, on n'a pas été très bon et on n'est qu'à 55% de l'objectif. Et donc, on peut très facilement derrière avoir un plan d'action correctif pour dire, voilà, si on veut être l'objectif rapidement, il faut qu'on booste et qu'on mette le paquet, si je puis dire, sur ce pourcentage de matières premières renouvelables. Bon, en tout cas, on va chercher pourquoi ça bloque. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour lever les freins? Est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que c'est une question de culture? Est-ce que c'est une question de technologie? Et ainsi de suite. OK. Est-ce que ça vous inspire, ça? Qu'est-ce que ça vous inspire? Ou est-ce qu'il y a des questions par rapport à... Moi, ça me pose une... j'ai une question qui vient, je ne sais pas si c'est le bon moment. Il n'y a jamais de mauvais moment et jamais de mauvaise question. En fait, un indicateur, il a deux sens, que ce soit un indicateur d'évaluation de performance ou
ou de valeurs, comme vous en parlez, il n'a de sens que si on le met en perspective dans un contexte. Et du coup, il me semble que du coup, ça dépend que soit de ce qui s'est déjà fait, soit ce qui se fait habituellement, soit de ce qui existe de comparable. Et du coup, je me pose la question quand on démarre, est-ce qu'il y a des indicateurs qui ont... ma question n'est pas très claire, mais... C'est comment vous, enfin, de ce que j'en comprends, c'est un peu comment vous arrivez à évaluer, à voir un peu où vous vous situez si vous démarrez from scratch. C'est ça. Dans un grand groupe, il y a énormément de données, énormément de choses à évaluer. Et puis, il y a les méthodes d'une autre période qui étaient moins soucieuses de l'environnement qui font qu'on a une base de démarrage. On peut toujours s'améliorer. Mais si on part maintenant avec les enjeux à 100%, en se disant notre objectif c'est 100% sur tout, comment on fait? Je pense par exemple pour le lin, leur fibre elle est géniale, c'est fait en Europe, c'est tout bien. Comment on le valorise par rapport à quelqu'un qui fait moins bien mais qui dit je vais m'améliorer de tant de pourcents, alors qu'eux ils sont déjà à 99,9%, mais ils ne peuvent pas s'améliorer d'autant. Donc là, voilà, c'est comment on communique, comment on compare des choux et des salades. C'est un autre point. Et pour moi, il y a deux questions dans votre question là. C'est d'où je pars et qu'est-ce que je me donne comme... Enfin, il n'y a pas une réponse à ça c'est clair. Donc moi, j'aurais du mal à vous amener une réponse. Là où je peux vous donner des réactions par rapport à ça, c'est de se dire, déjà, c'est quand même de partir toujours pareil de vos enjeux, de l'analyse de vos enjeux, de vos défis, déjà, pour vous situer. Donc, le contexte, c'est ça, c'est-à-dire, je suis dans la mode, je veux lancer une nouvelle marque ou je produis une matière, quelle qu'elle soit. C'est quoi les défis que j'ai par rapport à ça et en quoi ils sont majeurs ou pas par rapport à soit une situation sociale, soit une situation environnementale ou une situation économique donnée. D'accord? Donc, ça peut être ça. Si je prends la situation environnementale, là, c'est tout secteur confondu. On a 15 ans pour devenir, grosso modo, neutre en carbone, quoi. Si je reprends les derniers rapports du GIEC, il y a l'étude McKinsey qui est sortie cet été, il y a plein de choses qui disent, voilà, si je prends juste l'enjeu climatique, j'ai de toute façon un enjeu global pour tout le monde qui est de dire, d'ici 10 ans, il faut qu'on ait divisé de 2/3 nos gaz à effet de serre, et grosso modo qu'on soit neutre d'ici une quinzaine d'années, parce que si on ne fait pas ça, on sort du scénario 2 degrés et on rentre dans une inconnue climatique. Alors, pas pour la Terre, elle l'a connue il y a 2,6 millions d'années à peu près. Mais en tout cas, pour la civilisation humaine, qu'on n'a jamais connue. Voilà. Et on sait que quand même, de ce qu'on voit déjà dans les premiers effets, ça ne va pas être génial. D'accord? Voire, il y a une partie, toute partie de l'humanité qui ne va pas y survivre. Bon. Donc ça, c'est une première façon de rentrer dans le sujet, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord? Bon. Donc c'est comment déjà je réponds à ça, à ce genre d'enjeu qui de toute façon nous est commun à tous, où qu'on soit et quel que soit le secteur. Après, il y a effectivement, comme je disais, des enjeux plus spécifiques, et le secteur de la mode en a évidemment, que ce soit la consommation d'eau, que ce soit le gaspillage par rapport aux matières, que ce soit les pesticides et l'impact sur la biodiversité, et ainsi de suite. Donc, ce qui est important, c'est ensuite de spécifier plutôt ça. Et après, effectivement, vous pouvez voir où en sont les autres. Ça, je pense que c'est un troisième axe, c'est de se dire, parce que dire pourquoi moins 20, moins 30, machin, c'est de dire si tout le secteur a pris des engagements pour être à moins 30 et que vous prenez un engagement à moins 15, ça ne va pas le faire. Donc, c'est important aussi de voir un petit peu dans votre secteur et par rapport à vos principaux concurrents, est-ce qu'il y a déjà des engagements, des alliances qui existent, qui ont fait qu'il y a des engagements communs qui ont été pris sur différents sujets pour s'améliorer, et si oui, de combien, quand, ainsi de suite. D'accord ? Et puis après, une dernière façon de réagir,
être un peu plus original, c'est aussi vous-même de définir c'est quoi votre avenir, votre idéal, qu'est-ce que vous cherchez. Quand je pense à ça, je pense tout de suite moi à Ray Anderson. Je ne sais pas si vous connaissez ce type-là, qui est donc, le fondateur du numéro 1 mondial de la dalle de moquette qui s'appelle Interface. Donc ce type-là, en 96, on ne parlait pas beaucoup de développement durable en 96, il a dit, voilà, on va se donner jusqu'à 2020, donc 25 ans, pour être Mission Zero, pour être neutre, par rapport à une industrie qui était une des pires qui soit. La moquette, c'est 100% pétrochimique. D'accord ? Voilà, donc lui s'est dit, écoutez, moi je me fous de savoir ce que font les concurrents, machin. Moi je dis, voilà, on a une industrie qui est archi polluante. Des gens comme moi, en 2020, mais je pense qu'il était un peu en avance, mais pas tant que ça, ils finiront en tôle s'ils n'ont pas changé leur pratique. Ce seront des criminels, versus tout le débat sur les écocides, mais on voit bien que ça commence à prendre forme. Donc, moi, je veux mourir tranquille. Malheureusement, il est effectivement décédé depuis 4 ans. Et je veux avoir fait ce que j'ai pu, moi, par rapport à mon business. Et donc, il a dit, voilà, ça, c'est ce que je veux. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis 3 ans, donc ils y sont quasiment arrivés, c'est ça qui est assez étonnant. Ils sont à entre 92 et 96% de neutralisation de leur impact sur l'ensemble des choses, l'eau, les matières premières, et ainsi de suite. Je n'ai pas le temps de vous raconter toute l'histoire, mais c'est assez génial. Allez sur leur site, c'est Interface. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis 3 ans, à ma connaissance, ils sont les premiers, j'en parlerai un petit peu vendredi, si vous voulez, je fais ma pub pour le talk que je fais vendredi sur l'entreprise régénératrice, ils ont décidé d'être régénérateurs. C'est-à-dire, voilà, nous, l'objectif qu'on se donne, c'est d'être carbone négative, et pas que carbone, ils vont commencer par le carbone, mais on veut rendre à la nature et à la société plus qu'on ne lui prend, pour faire court. Donc, ils veulent devenir la première entreprise régénératrice au monde. Et donc, par exemple, ils sont en train de concevoir leur nouvelle usine comme un écosystème forestier. Je ne connais pas beaucoup de boîtes dans le monde qui sont en train de concevoir leur usine comme un écosystème forestier. C'est-à-dire en termes de services écosystémiques, de dire non seulement je ne vais avoir aucun impact, mais je vais avoir un impact positif sur l'ensemble de ce que je produis, de ce que je fais, de la façon dont je le fais. Bon, voilà. Donc ça aussi, vous voyez, donc je pense que le champ est assez ouvert, le champ des possibles. Vous voyez, je vais donner quelques angles comme ça. Mais je pense que pour se fixer ce genre d'objectifs par rapport à la valeur que vous voulez créer, les formes de valeur que vous voulez créer, il faut y aller assez gaiement, soit par la partie un peu contrainte, de dire voilà, par rapport à nos propres comportements, de toute façon, on a déjà des objectifs qui sont quelque part déjà fixés, et puis de se dire, est-ce que j'ai envie d'aller au-delà? Et ça, en tenant compte ou pas de mes concurrents. Voilà, typiquement. D'accord ? Je ne sais pas si j'ai répondu. Ah ouais, et l'autre, c'était plus sur la communication, la façon de communiquer, c'est ça, Claire ? C'était comment le communiquer, comment effectivement le rendre intelligible pour, en l'occurrence, le consommateur final, parce que sinon, ça reste toujours, ça se rapproche du greenwashing, c'est-à-dire que c'est des données qui perdent de leur sens dans la mesure où c'est comparer des carottes avec des choux. Voilà, c'était l'idée. Enfin, là aussi, il y a plusieurs sous-questions dans la question. Donc, sur cette façon de communiquer, moi, la première chose que je dis toujours aux marques, c'est arrêter de prendre les consommateurs pour les imbéciles. D'accord ? Le consommateur, c'est un être humain. A priori, il est plutôt en général éduqué, mais même s'il n'a pas forcément, il n'a pas une grande éducation, il a du bon sens. Donc, si on lui explique les choses simplement, effectivement, et de façon cohérente, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas rentrer forcément par le client, parce que le client, si vous ne lui expliquez pas l'ensemble de ses impacts, il peut vous demander une connerie. Genre, je veux être livré dans 2 heures. Merci, monsieur Amazon Premium. Qui a besoin d'avoir son pull vert dans les 2 heures qui suivent? Est-ce que franchement, on ne peut pas attendre quelques jours? Ça va changer la face du monde? Non. Ça, c'est quelque chose que le marketing nous a fait gober comme quelque chose d'indispensable.
parce que ça justifie un service premium, machin bidule, et donc un business model derrière. Okay, quand on, dans la façon de communiquer sur la valeur que vous apportez, alors ça c'est surtout vrai aussi, mais je pense de plus en plus dans les logiques B2B, mais a fortiori dans les logiques B2C, le fait d'expliquer au consommateur c'est quoi l'impact de ses comportements, de lui proposer des alternatives, ça c'est le deuxième point qui me paraît clé, et de le laisser choisir. C'est-à-dire de pas, moi je n'aime pas ce mot d'éduquer le consommateur, moi je ne suis pas là pour éduquer le consommateur. Je suis éventuellement là pour l'accompagner, ce qui est très différent. Je vais lui donner à voir, voilà, lui expliquer les choses. Donc là où vous avez raison, c'est qu'il faut le faire simplement. Là où vous avez aussi raison, c'est que ça demande, si on rentre dans ces sujets-là de création de valeur élargie, si je puis dire, d'être cohérent sur à peu près l'ensemble des enjeux qui sont liés à votre activité. Donc ça, ce n'est pas évident. Enfin, c'est pour moi une des choses les plus difficiles. Hein. Le maître mot dans toutes ces démarches, c'est la cohérence. C'est d'abord d'être conscient de tous ces enjeux qui sont liés à notre activité et d'être capable d'y répondre de façon globale. Alors, ça ne veut pas dire être parfait partout tout de suite. Hein. Quand même, on se calme. Et on se détend, on se déstresse. Mais l'idée, c'est de montrer que, un, on en a conscience, que deux, on a identifié ceux qui étaient les plus importants, et que trois, on a des politiques structurées sur au moins ces enjeux qui sont les plus importants, avec des objectifs clairs sur lesquels on rend des comptes tous les ans, un minimum. Voilà, ça c'est le premier point. Mais si vous faites ça, derrière, vous avez la légitimité pour parler au consommateur, pour lui expliquer effectivement l'impact de ses comportements et éventuellement, évidemment, le faire changer. Je prenais juste comme justement un indicateur ce qu'a fait Opal sur... alors maintenant, il y a Ipli qu'on a découvert au trophée de la mode circulaire, enfin une solution française, mais jusqu'à présent, il y avait surtout Repack, donc qui est le fameux colis qui est lavable et qui est réutilisable, mais c'est exactement le même principe que Ipli. Et donc, ce truc-là, ça coûte 3 €. D'accord ? Donc Opal, qui veut être donc, dans sa volonté de cohérence sur sa démarche de durabilité, a dit voilà, il faut absolument qu'on règle cette histoire du colis, qui est aussi une source de gaspillage monstrueuse. Et on va envoyer donc un petit questionnaire à nos clients. Alors, sachant que c'est effectivement le bémol que je mets par rapport à ce que je vais dire, c'est que ce sont des clients plutôt engagés, ceux qui sont acheteurs de la marque Opal. D'accord ? Néanmoins, la question c'était, est-ce que vous êtes prêt à assumer 3 € de plus ? Est-ce que c'est 50-50 ou est-ce que c'est à nous d'assumer les 3 €? 56% des gens ont dit, on est prêt à assumer les 3 € de plus. 42% ont dit c'est moite-moite, 2% ont dit c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Voilà, je pense que voilà, typiquement un exemple, alors certes avec des gens engagés, mais voilà, qui montre que quand on explique aux gens, ils sont prêts à s'engager, y compris financièrement. Un autre exemple sur lequel nous on avait travaillé avec un distributeur, un espèce de mini Darty qui est dans l'ouest de la France, où on avait fait, c'est déjà il y a 5 ou 6 ans, hein, une opération, alors certes c'était une opération de test pendant la semaine du développement durable, où on leur avait dit, voilà, on dit aux clients, vous avez le choix, si évidemment votre frigo il est en panne, ça on va essayer de vous le livrer en 2 heures, parce que sinon tous vos produits vont périr. Si votre frigo il n'est pas en panne et que vous avez envie d'un nouveau frigo, vous avez le choix entre le 24 heures chrono, comme à la Redoute, ou 5 jours ouvrés, parce qu'en fait on va faire des tournées territoriales pour optimiser l'impact environnemental de la livraison, et on va vous montrer tout ce qu'on économise grâce à ça. Et bien là aussi, il y a à peu près plus de 65% de mémoire de gens qui ont choisi les 5 jours ouvrés. Parce qu'on leur avait expliqué derrière, c'était quoi l'impact que ça pouvait avoir et ce que ça allait apporter en termes de tonnes de CO2 évitées s'ils avaient ce choix d'attendre leur frigo entre 3 et 5 jours versus 24 heures chrono. On a fait la même chose avec le Shangri-La à Paris, sur leur menu avec le thon rouge, dans le resto gastronomique, qui plus est. Donc, ça marche aussi dans le luxe. Il n'y a pas de raison. Pour avoir avec le chef une recette alternative au thon rouge, expliquer aux gens c'est quoi l'enjeu sur le thon rouge. Vous avez une alternative, qui est une super bonne alternative qu'a fait le grand chef machin bidule. Vous choisissez. Pareil, on est à peu près à 60-40.
Donc, voilà, tous ces exemples pour vous dire que dans cette forme de valorisation de la valeur, donc il y a de la mesure de la valeur derrière, hein, soit de préservation de la biodiversité, soit de tonnes de CO2 évitées, soit ça peut être sur la dimension sociale, évidemment, qui peuvent là aussi être mis en avant. Et je pense notamment là aussi à Safilin, là, sur le côté B2B2C. Je pense que c'est des choses, et l'idée c'est de chercher des chiffres, et on en a quand même de plus en plus, qui montrent que les consommateurs sont de plus en plus attentifs à ça et sont de plus en plus prêts à faire des vrais arbitrages de consommation par rapport à des produits de meilleure qualité qui vont durer plus longtemps et dont on va leur assurer qu'ils sont réalisés aussi bien avec des conditions sociales qu'environnementales de qualité, si je puis dire. Voilà. Je trouve ça super intéressant tout ce que vous dites, mais est-ce que, par exemple, pour le questionnaire de Opal, oui. on a vu les réponses en théorie, mais est-ce qu'en pratique, ça s'est transformé? Est-ce que Opal a mis en place la solution Ipli? Et est-ce que ça a vraiment pris ou Alors, ils ont mis la solution Repack. Je crois qu'ils sont en train de se mettre sur Ipli, justement, puisque j'ai vu que Ipli, dans leurs clients, visiblement, ils citaient Opal. Donc, je suppose que ça fait quelques mois, donc je n'aurais pas parlé Opal, mais je suppose qu'ils ont… Alors, je n'ai pas le retour, pour être très franc, parce que c'était assez récent, tout ça. Mais ils l'ont mis en place, oui, bien sûr. D'accord. Parce que nous, on n'a pas, chez Safilin, on n'a pas forcément attendu toutes ces problématiques RSE pour mettre en place là. Et tant mieux, bravo. Les panneaux solaires, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous paraît naturel. Donc maintenant, c'est comment est-ce qu'on valorise sur notre produit? Parce que nous, ça nous paraît tellement naturel, parce qu'on a un produit naturel, on a envie d'avoir quelque chose de propre. Alors, mis en place, mais comment maintenant on le valorise et on le met en avant? On est en train d'y arriver. Donc, l'idée, c'est d'être capable, justement, dans cette vision systémique, je vais peut-être avancer, puis je reviendrai après, sur la partie de création de valeur territoriale. Pardon. Beau schéma, c'est du schéma de travail, hein, je vous rassure. Voilà la version comme. Ça, c'est, voilà. Hop, 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 hop. La vision systémique de la création de valeur. Parce que je pense que c'est ça, ce point-là que vous abordez. Et comment j'arrive à traduire et à valoriser, mais aussi à traduire d'un point de vue financier, hein, souvent en particulier dans une logique B2B, ça se résume malheureusement souvent à ça, à des questions d'euros, des dimensions extra-financières, sociales, environnementales, que je vais transformer en euros. D'accord ? Et qui fait que, du coup, ça va… Voilà. La façon de voir, le mindset, l'état d'esprit va un petit peu évoluer. Dans ce que vous me dites, on n'a pas attendu. Voilà. Si vous faites des panneaux solaires, si vous utilisez des panneaux solaires, si vous avez des engagements vis-à-vis des collaborateurs, et ainsi de suite, l'idée, c'est de dire, voilà, d'abord, ce que ça amène directement. Donc, panneaux solaires, tonnes de CO2 évitées. Social, ça peut être tout ce que les salaires que vous versez à vos ouvriers, enfin, les sites de production. Ça peut être les accidents du travail, voilà, un taux d'accident du travail qui est très faible, par exemple. Bon, même si ça, c'est un petit peu plus éloigné déjà, mais quand même, directement par rapport à votre client. Donc ça, c'est déjà d'avoir la donnée, premier point. Et déjà de pouvoir la valoriser. C'est-à-dire que quand vous achetez mon lin versus un lin d'Asie, voilà la différence d'impact environnemental à la fois qui est liée au fait que moi, j'ai des panneaux solaires sur mon site de production et qu'en plus, il n'y a pas la partie transport. Moi, je vous fais le calcul carbone de chaque année, je vous donne le chiffre des tonnes de CO2 économisées que vous avez grâce, si vous achetez chez moi versus si vous achetez en Asie. D'accord ? Là, je n'ai pas encore parlé d'euros. Hein. Mais déjà, voilà. Faire ce premier travail. Et pareil, c'est de dire, voilà. Et puis, je génère X centaines de milliers d'euros sur mon territoire. Voilà. Alors après, il y en a qui s'en foutent aujourd'hui comme de leur première chemise. Mais
ça commence à être des arguments, alors même si c'est de façon très cynique, mais qui sont intéressants à développer quand même, hein, de plus en plus. Ça, c'est le premier point. Après, l'idée, c'est comment vous arrivez aussi à traduire ça, et à intégrer ça dans le business model de votre client. Alors, je vais revenir en arrière. Je vais vous donner juste un exemple quand même de comment on traduit en euros, et puis je reviendrai à votre problématique à vous. Moi, je l'ai vécu quand j'étais directeur développement durable de Kering, donc PPR à l'époque, c'était avant que ça s'appelle Kering. L'une des premières choses que m'a demandé Serge Wimbert, qui était le dirigeant de l'époque, c'était on est assis sur des marques. Si on apprend que les produits qu'on fait, Gucci, la Fnac et autres, sont faits par des gamins, on est mort. Donc, tu vas mettre en place un système qui m'assure que voilà, qu'on ne fait pas travailler les gamins dans les usines qu'on utilise. OK, on y va, audits sociaux, charte fournisseur, blablabla. Vis-à-vis des acheteurs, j'étais monsieur l'empêcheur d'acheter, hein, pour ne pas dire l'emmerdeur de service. D'accord ? Donc, je me suis posé la question, comment je peux faire pour leur faire comprendre que je ne suis pas monsieur l'empêcheur d'acheter et que moi, je ne suis pas anti-business. C'est-à-dire, on va faire du business, mais pas n'importe comment. Ce n'est pas pareil. J'ai proposé, du coup, qu'on fasse une étude pour mettre en lien la qualité sociale des fournisseurs. En l'occurrence, à cette époque-là, il y avait Conforama aussi dans le groupe, et la Fnac, ils avaient des produits électroniques en marque propre. Donc, je leur ai dit, on va faire une analyse entre la qualité sociale des fournisseurs et le coût de SAV pour les marques propres que vous distribuez. D'accord ? Donc, j'ai fait un lien, je me suis creusé la tête, hein, j'ai perdu quelques cheveux, mais en disant, voilà, si j'arrive à montrer ça, je vais tangibiliser le lien entre la qualité sociale, donc un machin qui n'a rien de financier, et un impact financier. D'accord ? Donc, typiquement, ça, il y a un delta de 3 à 7%. À partir du moment où j'ai démontré ça, hein, j'étais plus monsieur l'empêcheur d'acheter. J'étais monsieur qui fait bien acheter. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de se dire souvent, il y a une première étape qui est de dire, je mets en exergue des dimensions sociales ou environnementales, c'est temps 1. Et puis temps 2, c'est je réfléchis, justement, dans cette façon de mesurer et de démontrer la valeur que j'amène, à comment je peux traduire ça en euros, ou si j'y arrive pas, parce qu'il ne faut pas être complètement obsédé non plus par la finance, comment je fais un pont avec un intérêt business. D'accord ? Donc, si je prends votre cas, je pense que, et ça vaut aussi pour toutes les boîtes qui font de l'upcycling ou du recyclage, la nouvelle loi sur l'économie circulaire, c'est clair que ça démarre maintenant. Je pense que beaucoup de grosses boîtes n'ont pas bien compris qu'entre maintenant et début 2024, si ma mémoire est bonne, les déchets textiles, c'est terminé. Il va falloir qu'elles trouvent, elles n'ont pas le choix, c'est réglementaire, des filières qui assurent soit l'élimination avec une innocuité, soit le recyclage, le réemploi, la réutilisation, le qui permettent de faire en sorte qu'il n'y ait plus de déchets. Ça peut typiquement être un angle que vous pourriez prendre, vous, par rapport, et éventuellement, ça peut être une façon de développer votre business, de reprise, de recyclage, et ainsi de suite, des matières. Ou en quoi votre matière, versus d'autres, va garantir plus de durabilité, et donc va permettre de lisser, en tout cas, peut-être pas forcément d'éliminer, mais de lisser cette contrainte qui est liée au recyclage. Ou en tout cas, la décaler dans le temps. Ce qui laisse déjà un peu plus de temps pour mettre en place des vraies filières. OK ? Je réfléchis en parlant. Hein. Donc, il y a sûrement d'autres choses à trouver, mais il faudrait qu'on se pose et réfléchir un peu plus profondément. Mais vous voyez l'idée, en tout cas, comment je vois ça. Et juste l'autre exemple que je vais vous donner sur, même si on n'arrive pas forcément à tout financiariser, l'intérêt avec la boîte, 2 exemples sur l'angle social. Quand on avait bossé avec PepsiCo France, eux avaient fait leur démarche RSE justement avec cette dimension sociale. Donc, nous, ce qu'on leur a proposé, c'est de dire, puisque ils faisaient déjà beaucoup de choses très intéressantes, on a dit, candidatez, si je puis dire, au label Great Place to Work, essayons d'être dans le top 10, voilà.
pour faire un pont entre votre démarche RSE, qui est très anglais social, et la reconnaissance au travers de ce label, de la qualité sociale, du bien-être au travail qu'on a chez vous. Bon, il se trouve qu'ils ont été numéro 1 Great Place to Work pendant 3 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de 3 ans, même de 2 ans, pardon, au bout de 2 ans, enfin ils ont été pendant 3 ans, mais déjà au bout de 2 ans, on avait un premier indicateur qu'on leur a fourni qui était de leur montrer qu'en 2 ans, ils avaient triplé le nombre de candidatures spontanées. Donc, on avait un indicateur d'attractivité de l'entreprise pour dire, ben voilà, vous voyez bien que ça, on fait un lien clair entre la démarche RSE qu'on a mis en place sur la dimension sociale, la structuration de vos politiques sociales et sa valorisation, et leur valorisation, et l'attractivité de l'entreprise pour attirer, après il faut les retenir, mais les meilleurs talents. Autre exemple, quand j'étais chez SFR, comme directeur de développement durable, l'une des choses qu'on a faites, c'est structurer toute la démarche d'engagement sociétal. Donc, on a créé une fondation, blablabla. Bon, je vous passe tous les détails. Le coup de bol, c'est quand j'étais arrivé, c'était juste au moment d'une enquête de climat social. Donc, je dis, s'il vous plaît, rajoutez-moi 2 questions spécifiques sur le lien entre la fierté d'appartenance à l'entreprise et l'engagement sociétal de la boîte. Ce qui fait que 2 ans plus tard, j'ai pu reposer cette question. Et j'ai pu démontrer spécifiquement que grâce au travail qu'on avait fait de structuration de cet engagement sociétal, on avait fait augmenter la fierté d'appartenance de 11 points par rapport à 2 ans avant, alors qu'on a été dans un climat social qui était dégradé, qui s'était dégradé en 2 ans, sur tout un tas d'autres indicateurs RH. Vous voyez, ça, ce n'est pas des euros, mais c'est clairement un lien avec une dimension business qui est fondamentale dans la boîte. Là, en l'occurrence, c'est notamment par rapport au service client. Bon, je ne parle pas d'aujourd'hui. Hein. Bref, 3 petits points. Je parle de ça parce que voilà, je suis chez SFR et je viens d'avoir la joie et le bonheur d'avoir affaire au service client de SFR. C'est juste une méga catastrophe. Mais bon, passons. Donc, mais vous voyez ce que je veux dire, et donc je reviens si je prends aussi là encore l'exemple de Safia, c'est de dire voilà, comment réfléchir à comment tout ce que vous amenez d'un point de vue social et environnemental va répondre soit à des questions réglementaires, soit à des enjeux business qui sont de plus en plus importants pour vos clients ou les clients de vos clients, ou chez vous, les clients des clients de vos clients. Et éventuellement d'arriver à faire ce pont. Souvent, on le fait de façon indirecte. Comme je disais, souvent, il y a une première donnée qui est non financière, et on arrive ensuite, dans un deuxième temps, à la financiariser pour mieux la valoriser. Ok, donc l'exemple que je voulais vous prendre, c'était ça, donc, parce que c'est dans la mode, c'est dans le luxe en l'occurrence, mais bon. C'est tout un travail qui avait été fait, on l'a fait il y a quelques années, sur l'intérêt de cette vision systémique, là aussi, par rapport à un programme donc, de transformation globale de la chaîne logistique. Où l'idée, c'est qu'on a dit, voilà, on va vraiment analyser ça de façon très, très transversale et pas morceau de la chaîne de valeur par morceau de la chaîne de valeur, notamment sur les packs, par exemple. Et de voir à chaque fois ce qu'on peut améliorer sur les différentes dimensions dans cette vision systémique de votre chaîne de valeur. Et si je prends l'exemple des packs, typiquement, ce qu'on avait vu, c'est que sur la partie sociale, dans les entrepôts notamment, c'était des entrepôts qui avaient été dessinés par des hommes, alors que c'était des femmes, pour la plupart, qui étaient dedans. Donc, un petit souci de hauteur. Donc, des gros troubles musculo-squelettiques aux épaules pour ces dames. Donc, typiquement, le fait d'avoir intégré cette dimension sociale, quand on a retravaillé sur toute cette vision systémique de l'impact des packs, des packaging, ça a été déjà de retravailler ça. Ce qui fait que là, on a tout de suite diminué, enfin tout de suite, en 2 ans, de 30% le nombre de maladies professionnelles liées à ces troubles musculo-squelettiques des épaules. Ça, typiquement, on peut le traduire en euros. Hein. On sait ce que coûte un jour d'absence d'une ouvrière dans l'entrepôt. Donc là, on a un indicateur RH, qui est mon taux d'absentéisme, que je traduis très facilement en euros.
Ensuite, on a travaillé à réfléchir sur comment on peut n'avoir qu'un seul pack sur l'ensemble de la chaîne. Parce que jusqu'à présent, il y avait un premier pack pour le transport. Une fois que ça arrivait à l'entrepôt, c'était ouvert, sorti. On remettait dans un autre machin dans des cartons plats, tenue par tenue, pour vous dire, l'impact. Et tout ça étant livré au magasin. Le fait d'avoir eu cette vision systémique, du coup, on a réfléchi en fait à avoir un seul pack qui allait directement depuis la production jusqu'au magasin et dans lequel, en fait, les tenues étaient sur des cintres en carton, les cintres étaient en carton et aussi la penderie était également en carton. Tout ça étant dans un seul carton. Ce qui fait que quand ça arrivait en magasin, les vendeuses n'avaient pas à prendre les 10 tenues qui étaient empilées l'une sur l'autre et à chaque fois, il faut ouvrir, je sors, machin. Dans la réserve, il n'y a jamais assez de place. Une fois sur deux, je me coupe avec le cutter et je passe 3 plombes à déballer tout ça. Et je m'énerve. Donc, ça a une influence sur l'ambiance dans le magasin, accessoirement. Là, avec ça, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, on a pu mesurer la dimension environnementale en termes de matière. On a pu évidemment traduire ça dans des tonnes de CO2 évitées. On a pu traduire ça en euros, sonnant et trébuchant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a traduit ça jusqu'à la boutique. C'est-à-dire qu'on a vu qu'avec ce nouveau système, on faisait gagner en moyenne 2 heures par vendeuse et par mois dans chaque magasin. Donc là aussi, vous voyez, ça c'est un indicateur de temps qu'on a bien évidemment là aussi traduit en euros. Parce que c'est 2 heures pour lesquelles elles peuvent faire ce pourquoi elles sont payées, vendre. D'accord ? Donc voilà, donc vous voyez bien comment on peut là aussi, et ce qu'apporte cette vision systémique de la valeur, dans tout ce que vous pouvez remonter, d'abord dans la façon, sachant dans la conception, et aussi dans la possibilité de valoriser cette nouvelle façon de penser systémique. OK ? Donc ça, c'est vraiment un point assez clé dans le changement de mindset, parce que ça veut dire concrètement, parce que ce n'était pas évident à faire, je peux vous dire au début, parce que ça, il a fallu que les équipes du procurement parlent aux équipes techniques de la logistique, qui parlent aux équipes du merchandising machin, qui parlent aux équipes commerciales en magasin, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'on a fait des groupes de travail où tout le monde a exposé son petit problème à son échelle. Alors qu'évidemment, avant, chacun regardait midi à sa porte. Et ce type de solution, vous ne pouvez pas la trouver si vous ne regardez pas ça avec cette vision transversale. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. OK. Je vois que le retourne. Est-ce qu'il y avait encore des questions déjà par rapport à ça ou pas? Non? Ça vous paraît clair? J'espère que ça vous ouvre un peu quelques horizons. OK. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est des choses qu'on est en train de faire en ce moment. Pour aller encore un cran plus loin, c'est un travail ce qu'on peut appeler un travail de comptabilité analytique durable. Ça aussi, c'est dans la mode. On est en train de faire un travail là-dessus. Très brièvement, de façon synthétique, l'idée c'est de dire sur chacun des axes de votre stratégie, de voir quels sont les projets que vous voulez faire, d'identifier les investissements que ça représente, et ensuite c'est de voir à la fois les économies que ça va vous faire réaliser, si je passe du transport aérien au transport maritime par exemple, mais aussi, je reviens à la logique de business model, si vous développez une activité de réparation ou de recyclage, quels sont les revenus que ça va générer, les nouveaux revenus, parce que ça, ce n'était pas avant dans votre business model. Donc là aussi, pour celles et ceux là, qui travaillent sur ces dimensions de recyclage ou de upcyclage, comment le fait de prolonger la durabilité ou la vision boucle fermée de votre business model va générer des revenus que vous n'aviez pas avant.
Et c'est évident, tout cas, pour ceux qui sont en B2C avec du retail, alors ça peut être pris de façon cynique là aussi, hein, donc attention. Mais quand vous faites de la location ou de la seconde main, l'intérêt pour un magasin, c'est que ça crée du trafic. Et de façon mécanique, hein, il y a des chiffres, hein, il y a des études là-dessus, vous allez avoir de nouvelles ventes de produits neufs. D'accord? Donc, soit vous faites ça de façon cynique en disant, moi, je fais de la location ou de la seconde main pour en fait générer du trafic et moi, ce qui m'intéresse, c'est les produits neufs. Soit vous le faites de façon cohérente et en allant jusqu'au bout du système et vous dites, OK, peut-être que ça va avoir engendré des ventes de produits neufs et du coup, il faut que j'ai dès le début, pour ces produits neufs, un système de boucle fermée qui me permette de minimiser au maximum mon impact. Je pense que si vous faites ça, vous avez effectivement un modèle qui va être globalement beaucoup plus vertueux et en même temps qui vous permet de remettre un peu de trafic dans votre magasin. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, évidemment. C'était déjà avant la crise sanitaire, ça l'est évidemment encore plus. Et ça répond quand même aussi à des enjeux business. Donc ça, c'est voilà, les revenus que ça peut créer. Et puis derrière, des économies aussi. Là aussi, ça peut être du temps, mais du temps qu'on va traduire en euros. Hein. En termes d'efficacité opérationnelle ou d'efficience opérationnelle. L'efficience, c'est l'efficacité fois les moyens, hein, juste pour, voilà. En tout cas dans la façon dont nous, on l'intègre. C'est comment vous pouvez être efficace par rapport aux moyens que vous avez. Là, vous devenez efficient. Voilà, donc les tonnes équivalent en euros, ça c'est les tonnes de CO2. De montrer aussi, de réfléchir à ces externalités positives. Je vais vous montrer un dernier exemple là-dessus. Là aussi, d'essayer toujours de traduire ça en équivalent, et puis aussi quand même de voir est-ce qu'il y a des externalités négatives, de façon là aussi à pouvoir les minimiser, voire les éliminer. Et ça peut marcher. Hein. Enfin, on a travaillé notamment là, c'est sur des cosmétiques, sur une usine dont on a changé la destination, qui n'était plus là pour faire des produits finis, mais pour des bulk, enfin des produits de base, si vous voulez, qui étaient ensuite finis par la cliente en magasin, dans un modèle plus orienté do it yourself, avec une marque que je ne citerai pas. Donc, ce qu'on a vu en faisant ça, donc globalement, le système il est plus vertueux hein, d'un point de vue impact. Néanmoins, il y a un impact social, puisqu'on change la nature de l'usine et on sait qu'une partie des gens vont devoir soit partir, soit se reconvertir. Donc, le fait, en fait, d'anticiper ça quand on conçoit le modèle, ben, on s'est aperçu qu'une partie des ouvriers, en fait, pouvaient être décalés, si je puis dire, ou déplacés dans justement ces magasins pour accompagner, en fait, la cliente dans la finition de sa crème ou de son rouge à lèvres, ou peu importe. Donc, en fait, on leur a proposé de se faire former pour devenir des conseillers de vente, mais un peu particuliers, puisque en fait, ils vont se servir de leur savoir-faire pour aider les clientes à ce que j'ai fait un rouge à lèvres ou leur crème de jour. Qui est une façon de les valoriser, vous voyez, de reconnaître leur savoir-faire. Donc, vous voyez bien que quand on fait comme ça, d'une externalité négative, ça ne marche pas toujours hein, aussi bien que ça. Mais là, en l'occurrence, d'une externalité négative, on en a fait une externalité positive. OK, donc ça, c'est une façon de faire cette comptabilité analytique et justement, à la fois pour bien valoriser tout ce que vous faites de positif et pour justement montrer, excusez-moi, je ne sais pas, enlever toute cette animation qui ne sert à rien. Et ça, c'est la dernière chose que je vais vous montrer, c'est ce qu'on a fait au niveau d'un territoire. C'est-à-dire la façon de révéler la dynamique de création de valeur au niveau d'un territoire, dans toutes ses dimensions. Donc, c'est une méthode, hein, en économie, c'est une intensité causale, c'est un modèle logique. Donc, vous allez essayer de déterminer à partir d'une action que vous avez sur un territoire. Vous créez une activité de recyclage au hasard. Quels vont être à la fois les effets directs liés à cette activité
Et surtout, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à matérialiser l'effet de halo que vous allez créer grâce à votre activité. Et la dernière question, c'est que jusqu'où vous allez pouvoir revendiquer que l'effet qui est créé, positif, hein, vous pouvez vous l'attribuer complètement ou partiellement. D'accord? Jusqu'où je peux dire, je peux démontrer que c'est grâce à moi qu'il y a cette création de valeur. Alors, soit elle est directe, je signe un CDI, soit elle est indirecte parce que je fais travailler des fournisseurs, parce que voilà. Et parce que comme je m'installe, le café d'à côté, il va avoir plus de clients, par exemple. Vous voyez où je veux en venir? Donc, si on fait ça, c'est un truc qu'on a fait, alors c'est du stockage de gaz. Je vous le fais en... Hop, voilà. Donc, on fait cette truc-là. Je vais vous donner juste un exemple. Ça n'a pas de... C'est juste pour vous montrer, vous voyez, comment je matérialise la dynamique de création de valeur territoriale. Et les liens qu'il peut y avoir par rapport à ça. Dans cet exemple-là, l'un des meilleurs exemples que j'aime citer, c'est de se dire, ils ont fait avec un agriculteur du coin un projet de biométhaniseur. Hein, donc, je récupère les déchets agricoles et j'en fais de l'énergie. Je la transforme en énergie, en méthane, donc des gaz, et ainsi de suite. D'accord ? Donc ça, c'est un projet qu'ils peuvent revendiquer, puisque voilà, grâce à ça, j'ai permis d'évacuer tant de déchets, de traiter tant de déchets agricoles, premier effet direct. Indirectement, je lutte contre la pollution des sols. Je crée de l'activité économique pour l'agriculteur, mais je crée aussi de l'activité économique pour le biométhaniseur qui n'existait pas avant. Vous voyez, déjà, je rentre dans l'identification de toutes les formes de création de valeur que j'ai directement sur mon projet. Ça, c'est temps 1. Et après, ce qui est intéressant, c'est que vous allez interviewer le président de la Chambre d'agriculture qui vous dit, ah non, mais ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que votre projet, là, il a eu un impact super important, c'est qu'il a créé de la confiance, qui est un machin immatériel. D'accord ? Fondamentalement, on dit la confiance, quelle valeur a cette confiance ? Ah ben si, parce que comme il y a eu de la confiance, au niveau régional, nous, Chambre d'agriculture, on a pu lancer 8 projets de méthanisation avec d'autres agriculteurs qui étaient très méfiants au départ. Ils disaient non, ça, je vais me faire arnaquer par la boîte de gaz justement qui va utiliser mes déchets et moi, je vais rien toucher derrière. Le fait d'avoir démontré que c'était un vrai projet gagnant-gagnant et que tout le monde s'y retrouvait et qu'en plus, ça avait plein d'effets positifs pour la qualité des sols, pour tout un tas de choses auxquelles les agriculteurs sont particulièrement sensibles, fait qu'il y a aujourd'hui 1 plus 8 projets au niveau régional. Donc ça, je ne suis pas directement, je n'ai pas investi directement dans ces 8 projets. Mais ce que je peux démontrer, parce qu'en plus, ce n'est pas moi qui le dis, c'est que grâce à mon projet, il y a eu un effet de halo sur 8 autres projets. Et donc ce truc-là, mon projet qui était, je ne sais pas quoi, moi, 250 000 €, en fait, derrière, c'est 3 millions d'euros qui ont été investis dans la région et qui ont créé de la valeur. Et je peux refaire le même exercice que j'ai fait sur mon propre projet à moi, pour dire, voilà, indirectement, regardez tout ce que j'ai créé comme valeur, à partir de quelque chose qui est totalement immatériel, qui est de la confiance, mais qui se traduit bien de façon très matérielle. Voilà. Autre petit. Ça, c'est sur un projet. Vous voyez, on en trouve des choses quand on se met à chercher. Alors, certains, vous pouvez les financiariser, d'autres, vous ne pouvez pas les financiariser. Mais vous pouvez démontrer à chaque fois toutes les formes de création de valeur matérielle et immatérielle que vous pouvez amener au travers d'un projet. Autre projet. Ah, c'est celui-là, c'est Métis-Centre. C'est celui dont je vous ai parlé. OK ? Bon, voilà la version communicante. C'est un peu mieux quand même. Voilà, ça c'était la version de travail. On a fait ça aussi pour Danone sur leur site sur les sites des impluviums, là où l'eau tombe, à Évian, à Salvetat, tout ça.
Et ce qui est intéressant là-dessus, je crois qu'on le voit mieux sur l'autre, celui-là, pardon, c'est ce qu'on appelle les effets réflexifs. Vous voyez les boucles que vous avez. C'est-à-dire le fait, par exemple, d'étendre le réseau d'eau usée, ça a un effet réflexif sur la réduction du risque de pollution. Donc, ce que vous mettez là aussi, ce que vous matérialisez, c'est ces effets réflexifs là aussi. Mais là, ils sont visibles. Vous les rendez visibles, en fait. Voilà. Il est 5h02. On a un tout petit peu dérapé, mais je peux encore prendre 2 ou 3 questions s'il y a. Et déjà, est-ce que j'ai à peu près répondu à vos attentes? Ou est-ce qu'il y a des choses auxquelles je n'ai pas répondu? Vous avez encore quelques minutes parce que l'atelier suivant ne démarre qu'à 17h30. Donc vous pouvez prendre encore quelques minutes. Je pensais qu'on allait être coupé, c'était bien normal, par les suivants, que j'avais déjà empiété sur... Thomas, j'ai 2 questions, s'il vous plaît. Oui. Vous avez mentionné un rapport qui évalue la pression sociale sur les femmes 2 fois plus importante que sur les hommes. Oui. Vous avez dit que vous nous le Oui, je peux vous le retrouver. Là, je l'ai pas ça tout de suite, mais je peux vous le retrouver, oui. Ça marche, merci. À 3-4 ans, mais à 3 ans, mais je peux vous le retrouver. Ok. Et deuxième question, c'est sur vos coordonnées. Est-ce que vous nous les communiquez maintenant ou est-ce que ça viendra Sur mes coordonnées à moi? Oui. Non, je n'ai pas communiqué dessus, mais vous pouvez me trouver sur LinkedIn assez facilement. Sinon, je peux vous donner mon mail. Ok. Un téléphone sur le chat. Là, si vous... voilà, alors, merci. Bien sûr. Merci. On peut proposer, si l'ensemble des participants sont d'accord, de transmettre à l'intervenant Thomas Busiti les coordonnées, le fichier avec les coordonnées des participants. Et je vous écoute pendant que je note mon numéro de téléphone pour ceux qui veulent me joindre par téléphone. Mais si vous aviez des questions ou des remarques, dites-moi aussi, c'est important pour moi. Ça m'aide. Je suis dans mon propre process de progrès continu. Donc, n'hésitez pas. Voilà, là, vous avez tout. Mon mail, mon téléphone. Vous voulez me joindre. Est-ce qu'il y avait encore d'autres questions ou encore une fois des remarques? Dites-moi s'il y a des choses où vous vous sentez frustré ou incomplet par rapport à ce que j'ai dit. Voilà. Vous n'avez pas eu réponse à vos questions ou vos attentes. Sur là, parce que je vois le chat, excusez-moi, parce que comme j'avais l'écran, je ne regardais pas. Thomas, je suis preneur de cette étude. Oui, d'accord, la pression sociale, c'est bon. Ça, je vais vous la retrouver. Je vous l'enverrai sinon. Si vous me donnez tous vos coordonnées. Oui, les indicateurs, encore une fois, je pense que petites ou grandes entreprises, pour moi, il n'y a pas trop de différence. Et encore une fois, je pense que sentez-vous libre de créer vos propres. Enfin, au contraire, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire sur tous ces sujets d'indicateurs, sur ce que je vous ai raconté, sur cette mise en lien. Vous voyez ce que je vous ai raconté à mon histoire chez PPR, là, sur le lien qualité sociale des fournisseurs et coût du service après-vente. Enfin, je pense qu'on peut être beaucoup plus créatif que ce qu'on est aujourd'hui sur les indicateurs. Donc, je pense qu'il faut au contraire vous sentir assez détendu par rapport à ça. Après, il y a des cadres globaux, j'en ai pas parlé, type les SDGs, les Sustainable Development Goals. Je me souviens même pas la traduction française, je l'ai qu'en anglais en tête. Donc ça, c'est un cadre onusien, international, qui là aussi vous donne 17 grands enjeux sociétaux et environnementaux dans lesquels vous pouvez faire votre marché, si je puis dire, par rapport à votre activité. Et dire, voilà, moi, je pense que je suis concerné par tel et tel enjeu des SDGs, et voilà comment j'y réponds. Ça, c'est si vous voulez vous inscrire dans un cadre mondial. Mais vous n'êtes pas obligé, encore une fois, surtout, a fortiori si vous êtes une petite entreprise.
Donc, pas obligé, voilà, parce que sinon, sur les grandes, il y a des obligations, notamment de déclaration de performance extra-financière, la DPEF, sur lequel vous avez un certain nombre d'exigences et d'obligations légales. Mais si vous êtes une PME, vous pouvez totalement vous faire penser autrement et créer votre propre jeu d'indicateurs. Ça dépend aussi du temps et de l'énergie que vous avez à consacrer à tout ça, hein. Moi, je comprends bien que quand on crée sa boîte, c'est pas forcément la première des choses qu'on va regarder. Mais bon, je pense que c'est important quand même de faire cet exercice sur les défis et sur la façon dont vous allez créer de la valeur, faire cet exercice sur les parties prenantes, sur le client de mon client, là, ce qu'on s'est dit, voilà, tout ça, je pense que c'est des choses qui peuvent être vraiment, quelle que soit la taille de l'entreprise, qui peuvent être des exercices, je pense, à la fois pertinents et utiles pour vous. Pour le coup, ce n'est pas du temps perdu. Voilà. Moi, Oui, Thomas, je peux prendre la parole? Bien sûr. Ouais. Super. Non, en fait, moi, c'est pas vraiment une question, mais je trouve ça vraiment. Alors, même si j'ai loupé un petit moment, malheureusement, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que à la fois, ça paraît très, comment dire, très théorique et à la fois, c'est très concret, en fait. Et en fait, quand vous parlez de vision systémique, c'est vraiment le mot-clé avec cette réflexion en fait à plusieurs échelles et presque même dans plusieurs temporalités. Et du coup, c'est ça que je trouve assez fort. Et notamment en fait sur votre analyse alors là, on l'a pas pris d'entrée sur l'analyse du business model, valeur créée au sens large. Et moi, ça me fait penser notamment à différentes recherches de Benoît 2000 qui a fait différents papiers sur la valeur créée, la valeur capturée. Et en fait, moi, ce que j'aime bien par rapport à votre vision, c'est que dans l'idée de cette valeur capturée, puisque vous mélangez, vous faites des passerelles avec justement le côté business et à la fois, j'ai envie de dire, les défis, ce que vous appelez les défis environnementaux et sociaux. En gros, vous faites la passerelle avec le développement durable. C'est qu'en fait, on n'est pas dans une idée d'essayer de tout capturer quelque part, c'est d'en créer un maximum pour faire justement cet effet d'halo. Et du coup, en fait, quelque part, ça contribue à quelque chose de plus grand tout en étant quand même rentable pour sa propre entreprise. Et du coup, je trouve ça hyper inspirant et super riche parce que quelque part, en fait, ça ne s'arrête jamais. On n'est pas du tout auto-centré, même si sur une entreprise, on regarde à 360, bien sûr, dans une idée de la faire vivre et de respecter un peu ce qu'on a envie de dégager au travers elle. Mais je trouve que c'est encore plus fort parce qu'il y a vraiment, en fait, là-dedans, moi, je l'appréhende avec une vraie coopération, coopétition, comme on parle en ce moment. Et du coup, je trouve ça super fort parce que c'est du vrai gagnant-gagnant, mais à court, moyen et long terme, quelque part. En tout cas, c'est la manière dont je l'ai compris. Et du coup, je trouve ça très, très intéressant et je ne l'avais pas vu comme ça jusqu'alors. Merci beaucoup, Émilie. Je sais quoi dire. Non, si ce n'est que aussi une question de la temporalité. Alors, effectivement, on n'a pas énormément parlé, mais c'est un point très intéressant et très important. Effectivement, ça permet de réfléchir sur différentes temporalités et de montrer que là aussi, il n'y a pas d'antinomie à la fois et sur le court terme et sur le business. Encore une fois, moi, je ne suis pas anti-business. Au contraire, je suis économiste, donc j'assume. L'idée, c'est justement de montrer qu'il n'y a pas d'antinomie. Au contraire, que quand on pense de façon systémique, votre business model il va être beaucoup plus riche, beaucoup plus robuste. Et accessoirement, ça je m'en suis rendu compte, je n'avais pas anticipé dans l'émission qu'on a fait sur les business models, plus difficilement réplicable. Voilà, donc c'est un peu ça qu'on essaie de faire. Et donc effectivement, il faut un peu de concept, certes, mais l'idée c'est que ce soit le plus opérationnel possible. En tout cas, c'est ce qu'on essaye. Ce n'est pas toujours évident, hein, c'est là qu'il faut faire preuve de créativité. Mais bon, je pense qu'on y arrive de mieux en mieux. Donc voilà, c'est sur ce message d'optimisme que je vais vous laisser. Et si vous voulez en savoir plus sur l'entreprise régénératrice, c'est vendredi à 11h quelque chose que ça se passe. Je vous raconterai une histoire d'amour sur la mode et la régénération. Voilà, histoire de ne pas être trop emmerdant. Je vais essayer. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté et pour tous ces échanges très intéressants. 10h15. Merci beaucoup, Amélie.
Je ne savais même plus trop à quelle heure c'était. Mais j'y serai, il n'y a pas de souci. Merci et écoutez, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.